Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Enfin, je comprends, je me dis, ok, je suis pas folle, parce qu'en fait, depuis que j'ai 10 ans, j'ai ces douleurs, ces symptômes et tout, donc ça fait quand même 15 ans d'errance médicale avec tout le monde qui dit, bah, c'est normal, c'est parce que tu grandis. Il y a un médecin qui, enfin, me prend au sérieux et m'écoute. Et là, je me dis, si j'ai une maladie neuro, ça veut dire que c'est un handicap moteur. Si un handicap moteur, je vais faire les Jeux paralympiques. Et genre, j'ai pas fait encore la moindre IRM, juste, il vient de m'annoncer un truc sur le papier qui est terrible, et moi, je me dis, punaise! Je vais aller faire les Jeux paralympiques, genre là, c'est mon rêve de gosse que je vais pouvoir réaliser. Parmi mes amies podcasteuses, il y en a une qui a une émission dédiée aux chiens guides d'aveugles. Et elle est passionnée par l'univers des chiens d'assistance, elle connaît mon amour infini pour le sport. Alors au printemps 2024, on discutait de nos dernières découvertes podcast et elle me parle d'une nouveauté. Journal d'une parabaliste. Alors, il avait pas ce nom-là au début, mais bon, bref. Aujourd'hui, il a ce nom. Et ce podcast, il est tenu par une athlète handi et elle parle aussi de son chien d'assistance, Eugène. Et en avril 2024, donc, je découvre les premiers épisodes. Je croise les doigts pour que cette athlète puisse participer aux Jeux de Paris parce qu'à l'époque, c'était pas encore sûr. Et au fil du temps, j'en apprends plus sur elle et sur son histoire. Je suis ravie d'être avec Milena Sureau aujourd'hui. Elle est athlète de haut niveau et elle a créé le premier podcast sur le handisport. Bonjour Milena. Bonjour Solène. Merci d'être avec moi dans Tribune et Podium. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes sans me parler de sport. Oh mon Dieu. Alors, je m'appelle Milena Sureau, donc j'ai 28 ans désormais. Et puis dans ma vie, j'ai déjà eu plusieurs vies, puisque après mon bac, je suis devenue musicienne professionnelle, j'ai été chef d'exploitation agricole, et puis tout ça représente vraiment ma personnalité et qui je suis, parce que je fais les choses toujours avec passion, quoi que je fasse, et puis surtout je fais les choses que j'ai envie de faire et je les fais jusqu'au bout. Et donc voilà un petit peu pour qui je suis. Et sinon j'ai un handicap, j'ai 2 handicaps même. Donc j'en ai un qui est l'autisme, handicap invisible. Et si on entend quelques bruits derrière, c'est Eugène, mais tout va bien. il fait son petit lit avant de se coucher. Et puis j'ai un autre handicap qui s'appelle la paraplégie spastique héréditaire. Donc voilà, c'est une maladie neurologique qui me fait perdre en gros ma force dans mes jambes et dans mes bras. Au moins comme ça, on a toutes les infos. Voilà. Et est-ce que tu peux me faire une phrase pour me parler de ton sport ? C'est un sport de raquettes. C'est le sport le plus rapide du monde, puisque les volants peuvent aller jusqu'à 500 et quelques kilomètres/heure, le record. 523 si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Puis voilà, c'est un sport d'opposition, on peut jouer en simple, en double mixte. Et le premier à 21 gagne le set, et le premier qui gagne 2-7 gagne le match. C'est assez simple finalement. Très simple. Raconte-moi toi, comment est-ce que tu t'es mise au sport ? Est-ce que tu as commencé le sport dès que tu étais enfant ? J'ai commencé le multisport à 4-5 ans. Et puis au multisport, je voulais faire que du foot. Dès que c'était un autre sport, je voulais pas faire. Je voulais faire que du foot. Et du coup, quand j'ai eu 6 ans, mes parents m'ont inscrit au foot. Donc j'ai eu ma première licence de foot. J'étais trop contente de faire du foot. Tu te rappelles de ton premier entraînement, ce que tu as ressenti et tout ? J'étais très stressée parce que je suis très stressée par les interactions sociales, les fêtes de groupe et tout. Mais en même temps, j'étais trop contente de faire du foot vraiment, et de me dire là on va pas faire du multisport, on va faire du foot. Donc je me rappelle que j'étais quand même stressée, mais j'étais quand même très contente. Après, moi je m'en rappelle pas forcément, mais mes parents m'ont dit quand je suis arrivée, donc voilà, faut savoir que déjà j'étais la seule fille. J'habite en Bretagne et je suis arrivée avec mon maillot des Verts parce que je supporte Saint-Étienne. Et les éducateurs ont vu arriver la seule fille du club avec le maillot de Saint-Étienne. On était en Ligue 2 à l'époque, et ils se sont dit what the fuck. donc voilà, je commence ma vie par le foot, alors que personne dans ma famille n'aime le foot. Mais comment t'as aimé Saint-Étienne ? Alors Saint-Étienne, en fait, on m'a offert un maillot. Mon père travaillait avec Bernard Cagliazzo au moment où il rachète l'AS Saint-Étienne. Donc mon père est invité à un match.
Et il me ramène une écharpe et un maillot. Et du coup, il en faut pas plus, quoi. Voilà, c'est synthé, quoi. Non, mais je te pose la question parce que on a le même âge en fait. Et du coup, l'époque dans laquelle on a grandi, les gens, c'était pas synthé. Non, pas du tout. Donc, comment tu découvres le badminton, ouais? Alors, le badminton, à la base, au collège, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde. L'AS entre midi et deux. Ouais, voilà, c'était déjà en EPS et puis on avait une AS où il y avait 2 créneaux de bad, genre le mercredi après mais le lundi soir, donc hyper cool. Donc j'aimais vraiment ce sport. En fait, faut savoir qu'après le foot, en fait, j'ai fait du tennis. J'ai été en sport-études, je voulais vraiment devenir pro, donc j'aimais déjà beaucoup les sports de raquettes. Donc après j'ai pu faire du bad au collège et j'aimais ça, mais voilà, ça en est resté là sur le bad. Et en fait, c'est vraiment des années plus tard, quand j'avais ma vie d'adulte, j'avais arrêté le sport pendant mes études, etc. Et puis j'ai repris le sport, bon comme n'importe qui en club amateur. Et je voulais pas forcément refaire du tennis pour diverses raisons. Et puis il y avait un petit club de bad dans mon petit village. En pleine campagne et du coup je me suis dit ça tombe hyper bien parce que voilà du coup je me suis inscrite dans ce club de bad. Du coup, t'avais quel âge? C'était en 2020 quoi, donc j'avais 23 ans. C'est vraiment récent. Ouais, quoi. c'est hyper récent. Ouais, Et totalement. tu t'inscris au début juste parce que t'avais envie de reprendre ces sports de raquettes ou justement tu dis que t'avais quand même un objectif de sport de haut niveau, t'as fait sport-études et tout. Il y avait quand même des idées dans ta tête qui allaient au-delà de juste je vais passer du bon temps au club. Non, pas du tout, parce qu'en fait, à l'époque, j'ai pas de diagnostic de ma maladie. J'ai des symptômes depuis que j'ai 10 ans, mais en fait, les médecins me disent toujours, c'est normal, c'est parce que tu grandis, ou tu t'étires pas assez, voilà, c'est la fatigue. Enfin, il y avait toujours des raisons, mais jamais personne n'a observé mes jambes ou quoi que ce soit. Donc, en fait, j'ai pas de diagnostic jusqu'à mes 25 ans. Et donc, en fait, là, non, quand je reprends le sport, il y a ni de près, ni de loin, aucune quelconque idée, parce que moi, j'ai tourné la page du sport de haut niveau, quand j'étais petite, voilà, je voulais être pro, je voulais faire Roland-Garros et tout, et j'ai pas pu, parce qu'au bout d'un moment, déjà, j'étais tout le temps blessée, j'avais ces douleurs aux jambes, puis petit à petit, quand t'es tout le temps blessé, tu suis pas au niveau du classement, du niveau. Et puis un jour, je reçois le courrier de la Ligue qui me dit que je fais plus partie des espoirs qui seront suivis, etc. Donc je sais que c'est fini et c'est très dur pour moi. Je mets beaucoup de temps à tourner la page. Donc là, non, quand je reprends le sport, c'est vraiment purement de manière amateur, le lundi soir, le mercredi soir, et puis un petit peu des débuts d'interclub. Mais en plus, voilà, moi, je reprends en gros en octobre 2019 et puis en mars 2020, il y a le Covid. Ouais, donc quelques mois, juste voilà. histoire de c'est un peu l'avant-goût pour te dire, t'as vu, c'est cool le bad. Et en fait, c'est exactement ça. Tu reprends le bad en 2020, ton diagnostic de handicap, il arrive quelques années plus tard. Comment tu te positionnes à un moment donné pour dire, bon, là, ça y est, j'entre dans le haut niveau, dans le grand bain et c'est ce que je veux faire, quoi. Et en fait, le jour où j'ai enfin un médecin, je rencontre un médecin, je la fais courte, mais j'ai enfin un médecin qui va regarder mes jambes, qui va prendre 3/4 d'heure pour me faire plein de tests, neuro, etc. Il me fait un grand bilan et tout. Il est hyper gêné, il prend des pincettes et tout, et il me dit, je pense qu'il y a un gros problème neuro. Donc, voilà, lui, il est face à quelqu'un qui a 25 ans. C'est terrible nouvelle pour lui à annoncer, quoi. Il me dit, on va devoir faire plus d'examens et tout. Et là, moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, parce qu'enfin, tu comprends. En fait, déjà, enfin, je comprends. Je me dis, OK, je suis pas folle. Parce qu'en fait, depuis que j'ai 10 ans, j'ai ces douleurs, ces symptômes et tout. Donc, ça fait quand même 15 ans d'errance médicale avec tout le monde qui dit, c'est normal, c'est parce que tu grandis. Donc là, déjà, enfin, je me dis, OK, je suis pas folle. OK, il y a un médecin qui, enfin, me prend au sérieux et m'écoute. Et là, je me dis, si j'ai une maladie neuro, ça veut dire que c'est un handicap moteur. Si un handicap moteur, je vais faire les Jeux paralympiques. Et genre, j'ai pas fait encore la moindre IRM. Il vient de m'annoncer un truc sur le papier qui est terrible. Et moi, je me dis, punaise, je vais aller faire les Jeux paralympiques. Genre là, c'est mon rêve de gosse que je vais pouvoir réaliser. Et je sors de là et je suis là, genre, incroyable. Ma vie prend un tournant incroyable, quoi. Direct, tu te dis Paris en ligne de mire ou tu penses quand même que ça peut être chaud? Non, j'ai pas du tout Paris en ligne de mire parce que, en gros, Paris, c'est dans 2 ans à ce moment-là. Donc, clairement, c'est c'est un peu chaud en termes de délai. Donc, j'ai Los Angeles en ligne de mire. Mais en même temps, c'est parti, quoi. J'y vais à fond. Je passe ma classif internationale. Je rencontre celui qui allait devenir mon futur coach. Et puis, pour moi, je me dis, voilà, même si c'est pour Los Angeles, il faut commencer maintenant. Et puis c'est parti pour le projet haut niveau.
Mais petit à petit, je vais en 2023, il y a la qualif pour Paris qui commence. Donc évidemment que je tente la qualif. Et Bah oui, puis de toute façon, t'as rien à perdre. c'est ça. Et puis j'ai quand même des résultats corrects tout du long. Je fais une grosse perf au mois d'août où donc je fais vice-championne d'Europe. Et là, ça me positionne très très bien pour la qualif, notamment première française, ce qui était quand même très important parce qu'il pouvait y avoir qu'une seule française qualifiée via le simple. Paris se dessine au loin et là, je me dis ouais, en fait, tu vas viser Paris quoi. Tu lui as dit à ce médecin qui, lui, pense t'annoncer une nouvelle terrible, que en fait, pour toi, c'était une super bonne nouvelle? Bah, en fait, sur le coup, je le dis pas parce que on sait très bien que les femmes, elles sont quand même vachement stigmatisées souvent dans le milieu médical et c'est aussi pour ça que j'ai eu de l'errance et tout. Donc, je me dis, enfin là, tu te dis si t'es hyper heureux qu'on t'annonce une nouvelle comme ça, il va se dire ouais, en fait, elle est psychotique ou quoi. Enfin, clairement non. Sur le coup, non. Après, pour le coup, c'est un médecin qui me suit encore parce que du coup, c'est devenu mon médecin. C'est mon MPR, donc on se connaît bien, il suit ce que je fais et tout, donc je pense qu'il a déjà entendu cette histoire que oui, pour moi, c'était en fait le plus beau jour de de ma vie, ouais. Il sait que ça a beaucoup compté dans mon parcours, ouais. Et comment se passe ton arrivée en équipe de France? Quand est-ce qu'elle a lieu, du coup, par rapport au moment où tu apprends le handicap, enfin, tout ton parcours, quoi? Ouais. Alors en fait, je passe en gros, mon parcours se débloque fin 2021, on va dire. En mars 2022, je passe la classification internationale. Donc en gros, c'est sur un tournoi international, il y a une équipe de médicale qui va évaluer ton handicap pour savoir dans quelle classe te mettre, parce que voilà, en parasport, on est répartis dans des classes pour que ce soit équitable. Et donc sur ce tournoi-là, je fais directement une médaille d'argent. Donc du coup, là, j'entre direct en équipe de France parce que voilà, j'étais dans les critères. T'as gagné ton pass. C'est ça. Après 2022, en fait, je fais pas beaucoup de tournois parce que en fait, moi à côté, je suis quand même chef d'exploitation agricole en saliculture, donc j'ai clairement pas le temps et je peux pas partir à l'international comme ça. Je vais juste faire les championnats du monde. Juste faire les championnats du monde. Voilà, je suis qualifiée aux championnats du monde qui sont en novembre et je vais faire les championnats du monde. Donc belle expérience, quart de finale pour les premiers. Et du coup, après, ça va vraiment être 2023, la qualif pour Paris, qui est en fait de mars 2023 à mars 2024. Et là, en 2023, je vais enchaîner, en fait, entre mars 2023 et mars 2024, je vais enchaîner 11 tournois pour essayer de me qualifier, quoi. Et au niveau de ton handicap, est-ce que de développer à la fois la partie sport et en même temps d'être obligé de garder ton taf en agro, il doit y avoir la fatigue aussi qui entre en jeu et ça doit être un nouvel équilibre à trouver? Ouais, ça a été vraiment le plus gros challenge de la qualif, c'est que j'avais le boulot à côté, qui en même temps, j'avais pas envie d'arrêter. J'aurais pu arrêter ou faire une année blanche, mais j'avais pas envie parce que c'était quand même aussi financièrement compliqué de faire ça, parce que j'étais jeune agricultrice, donc installée récemment et tout. Donc ça a été assez compliqué. Il a fallu trouver des salariés, mais en fait c'est un domaine hyper spécifique parce que la production de sel artisanal dans les marais salants de Guérande, il n'y a pas énormément de monde qui sont formés. Et puis, généralement, les gens qui sont formés, ils sont en activité ou alors ils sont à la retraite et ils sont plus en état physique de pouvoir faire le job. Donc, il a fallu trouver des gens qui puissent faire le job pour me remplacer quand je suis en tournoi. Il a fallu un peu aménager mon emploi du temps pour que je puisse quand même m'entraîner, mais en même temps, de mai à août, je me suis quasiment pas entraînée. Je suis un peu sortie en tournoi, mais sans entraînement. Enfin, ça a vraiment été le gros point très compliqué de cette qualif et ça aurait pu du coup être bien pire que bien pire que ça. Je trouve que je m'en suis quand même bien sortie au niveau des résultats. Après, ça a été quand même à refaire. Je le referai pas parce que ça a quand même eu des conséquences un peu dures sur la santé mentale et tout. Derrière, donc du coup aujourd'hui t'as arrêté cette activité? Ouais, j'ai arrêté. Du coup, en fait, j'ai été mise en invalidité par la MSA parce qu'avec ma maladie qui évolue, de toute façon, c'était plus possible de faire ce métier. Donc, au bout d'un moment, j'avais plus le choix. Donc, il n'y a pas eu vraiment de décision à prendre puisque voilà, j'ai plus eu le choix. Donc aujourd'hui, j'ai arrêté et aujourd'hui, je fais que du bad. On est mi-août, on est à peu près au milieu de la qualification pour les Jeux de Paris. Puis là, il y a un tournoi qui est très important parce qu'il vaut beaucoup de points. C'est les championnats d'Europe. Les championnats d'Europe de para-badminton.
C'est une compétition qui est assez cruciale parce que bah voilà, déjà ça vaut beaucoup de points. On est quand même 3 Françaises dans ma classe sur le tableau et en plus on sait qu'il y en aura qu'une seule qui sera qualifiée via le simple, donc c'est quand même un enjeu pour les joueuses de simple. Et puis c'est mes premiers championnats d'Europe. Donc c'est aussi une compétition en dehors des points que ça vaut et tout. Bah voilà, des championnats d'Europe, c'est quand même une compétition majeure dans la carrière d'un sportif. C'est vraiment ce contexte, c'est qu'on part pour un tournoi qui est quand même super important à tous les points, quoi. J'ai vraiment objectif de faire une médaille et surtout, en fait, de faire mieux que la Française avec qui je suis vraiment en compétition pour cette place en simple. Parce qu'en gros, on est 3, mais il y en a une qui va se qualifier par le mixte. Donc, si je suis derrière elle, entre guillemets, c'est pas très grave. Mais il y a une deuxième Française où, en fait, clairement, la qualif, elle se joue entre nous deux et on le sait depuis un petit moment. Donc, j'ai quand même pour objectif de faire mieux que Léna qui va être sur le tableau. Et c'est quand même ça, l'objectif principal. C'est une médaille mieux que Léna, si possible, quoi. Comment ça se passe l'ambiance entre vous dans l'équipe, tu vois Ouais, ça se passe super bien. Honnêtement, déjà, Léna, Faustine et moi, on a toutes les 3 le même coach. Donc, on est quand même amenés à se côtoyer régulièrement sur l'entraînement. On s'entend super bien. Il y a de la compète quand on est sur le terrain. Ça, évidemment, mais ça, c'est le sport. Mais en dehors du terrain, il y a pas d'animosité, il y a pas de... tu sais, parfois on entend sur les concours de danse, ils se coupent les chaussons et tout. Nous, il y a pas de sabotage. Tu sabotes pas la raquette. Non, pas du tout. Ça se passe vraiment super bien. Vraiment, il y a une ambiance très saine en équipe de France à ce niveau-là. En tout cas entre ces joueuses-là à cette époque. Donc non, franchement, c'est cool. C'est pas l'ambiance pesante, etc. Ouais, mais du coup, tant mieux parce que vous arrivez sur une grosse compétition où il y a des enjeux individuels pour tout le monde, mais en même temps, quand vous êtes en collectif, vous pouvez c'est ça. vivre la vie collective sereinement, quoi. Ouais, et ça franchement ça fait quand même une belle différence à tout point de vue, même pour notre coach parce que pour lui c'était encore pire. Enfin, j'ose même pas imaginer lui comment il a vécu cette qualif parce que franchement pour lui c'est quand même compliqué et puis du coup particulièrement ces championnats-là parce qu'en plus ce qui se passe c'est que donc, déjà il y a les phases de poule, donc en gros voilà, on peut pas être entre françaises en poule. Ouais. Donc, on est une dans chaque poule. Et sauf que après les poules, il y a le tirage au sort du tableau final. Le sort va être un peu taquin puisqu'en gros, les quarts de finale, c'est Léna contre moi. Et la gagnante joue Faustine en demi-finale. Donc, en fait, on est les 3 Françaises. Donc, vous êtes sûr qu'il y ait une Française en finale? Voilà. Mais laquelle? C'est laquelle. On est sûr qu'on sera 2 en demi et une en finale. Mais voilà, on est toutes les 3 du même côté du tableau. Donc là, pour Loris, notre coach, pour lui, c'était vraiment horrible parce que, en plus, il arrivait même pas à regarder les matchs. Enfin, il était hyper stressé, le pauvre. C'est hyper compliqué, je pense, de coacher quand t'as 2 de tes athlètes qui s'affrontent parce que tu connais les failles des deux. En fait, c'est simple, il n'y a pas eu de coaching. Hein. Voilà. Il y avait pas de coaching. Mais du coup, voilà, je joue mon quart de finale contre Léna. Et là, en gros, c'est... en fait, c'est un peu le match de la qualif parce que du coup, celle qui gagne, elle va marquer des points que l'autre va pas marquer sur la qualif. Il y en a une qui s'arrêtera en quart quand l'autre, elle ira en demi et potentiellement peut-être en finale, quoi. Donc, c'est vraiment le match, en fait, à gagner. Et donc là, en termes de pression, on est quand même sur de la belle pression. Et comment il se passe ce match? Parce que du coup, c'est en 2-7 gagnants de 21. C'est ça. Alors en fait, moi, jusqu'à ce que le match commence, je suis pas spécialement stressée. Il y a de l'enjeu et tout, mais voilà, je mets mes routines de perf. J'ai pas spécialement de trac ou de stress, etc. Et quand commence le premier volant, j'ai le stress qui m'envahit. J'ai les jambes flagadas, pareil, j'ai le bras qui est tout mou et ce stress ne va pas me quitter de tout le match. Et c'est la première fois de ma vie où je stresse pendant le match parce que jusque-là, c'est plutôt l'inverse. Généralement, tu stresses un peu avant, puis quand le match commence, ça part, tu te libères et puis voilà. Et là, ça a été l'inverse. Et du coup, j'ai vraiment le stress qui va vraiment pas me quitter de tout le match. Donc ça a été hyper compliqué en termes badistiques, on va dire. C'est vrai que j'ai pas du tout joué à mon niveau, j'ai juste sauvé les meubles. Donc premier set, si je dis pas de bêtises, je gagne 26-24 parce qu'en fait il y a 2 points d'écart à 21 ou même 27-25. Enfin vraiment un score hyper. Ça veut dire que vous vous êtes tenu tout le long. Quoi. Ouais. Tout le long. Et le deuxième set, 21-19.
pareil. Donc ouais, vraiment pareil. Et tellement soulagée du coup derrière d'avoir gagné ce match. J'ai tellement mal tout du long, vraiment c'était. Et forcément, t'abordes pas les matchs suivants de la même façon du coup parce que là t'es sûr de mettre plus de points que C'est ça. Lena pour ta qualif. Voilà, en gros mon objectif global je l'avais rempli parce qu'en fait voilà, je bats Lena, donc du coup elle finit derrière moi, et en plus j'arrive en demi, et en fait au badminton les deux demi-finalistes sont médaillés de bronze, il n'y a pas de match de troisième place, donc quoi qu'il arrive je fais une médaille, et donc derrière voilà, mon objectif de compète il est atteint. Puis derrière c'est Faustine, donc rebelote, re-française. Moi je l'avais joué avant ça en compète 2 fois, et les 2 fois j'avais perdu, 2 ou 3 fois, et donc là j'ai quand même vraiment envie de gagner, mais j'ai plus aucune pression, voilà quoi. Ouais, le Juste, stress que t'as eu sur le ouais. match d'avant, il est pas du tout Il présent. existe plus. Ouais. Et là du coup je fais un super match, vraiment match, on va pas dire match parfait parce qu'il y a jamais de match parfait, mais je fais vraiment le match qu'il faut et je gagne. Je bats Faustine, donc du coup finale des championnats d'Europe, et donc là en termes de points, l'opération comptable elle est plus que bonne sur ce championnat, et c'est vraiment ce qui est un peu le tournant de ma qualif, c'est cette médaille d'argent au championnat d'Europe quoi. Quand t'affrontes une Française, là, en l'occurrence, sur le quart de finale, la demi-finale, est-ce que l'état d'esprit est différent aussi par rapport à une adversaire étrangère parce que tu les connais, vous avez le même coach Ouais, honnêtement, c'est jamais facile d'affronter des Françaises. C'est vrai que ouais, on se connaît, et puis en plus du coup, on n'a pas de coaching sur le match parce que ça c'est une règle de la Fédé. Parce qu'au badminton, il y a du coaching, c'est pas comme au tennis, hein, on a un coach sur le banc, et donc oui, comme on peut le voir sur le tennis de table par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup là quand on joue entre Françaises, il y a pas de coaching, donc t'as même pas de préparation de ton match et tout, c'est toi qui prépares tout toi-même, et tu fais tout toi-même, donc c'est vraiment très différent. Après moi ce qui change pas, c'est cette envie de gagner, et s'il faut que je gagne 21-0, c'est pas parce que c'est une Française que je vais lâcher un point quoi. Ça par contre c'est clair et net. Mais oui, voilà, on se connaît, on sait comment joue l'autre, donc c'est jamais facile, c'est pas mes matchs préférés clairement, mais là du coup il a fallu passer par par 2 matchs comme ça sur ce championnat, ouais. Donc médaille d'argent pour tes premiers championnats d'Europe, c'est quand même une belle réussite. Malgré tout, tu marques plein de points, mais ça te qualifie pas automatiquement pour les Jeux. Non, en para-badminton, pour se qualifier pour Paris 2024, il fallait finir à la fin de la qualification, donc qui était en mars 2024, à la fin des championnats du monde. Il fallait finir top 6 mondial. Donc, il fallait faire partie des 6 joueuses qui ont marqué le plus de points sur tous les tournois. Et moi, je finis 7. Donc, 7, pas qualifié à une donc place, en mars 2024, il y a pas de jeu, quoi. Je suis pas qualifiée. Par contre, on sait qu'il y a une deuxième chance de se qualifier, c'est qu'en fait, la Fédération mondiale, elle va sélectionner 7 joueuses, donc dans toutes les classes. Il y a 6 classes en badminton. La Fédération mondiale va sélectionner 7 joueuses pour compléter les tableaux, pour que voilà, les tableaux soient sympas à regarder, qu'il y ait du niveau, que pour les jeux ce soit chouette. Donc voilà, il y a un repêchage de 7 joueuses, toutes classes confondues. Donc ils peuvent très bien sélectionner 5 joueuses en SU5 et une en SL3 et une en SL4. Enfin voilà, c'est vraiment, ils font comme ils veulent. Donc ils peuvent très bien ne pas repêcher de SL4. Donc en fait, jusqu'à cette commission qui était le 16 mai, on sait pas. Donc entre mars et mai, c'est peut-être t'es qualifié parce que quand même t'as fini 7e, donc t'es quand même en très très bonne position. T'es vice-championne d'Europe, t'as battu des joueuses qui sont qualifiées à la régulière, donc t'es quand même en très bonne position pour être repêchée. Mais en même temps, peut-être pas. T'as eu le soulagement à Rotterdam après les championnats d'Europe parce que tu sais que tu marques plein de points, que tu finis deuxième, etc. Donc ça envoie aussi des bons signaux. Et en même temps, quelques mois plus tard, c'est le flou total. Tu dois t'entraîner, mais en même temps, tu sais pas si t'y vas. Enfin, c'est ça. C'était la période la plus compliquée. Déjà après les championnats du monde, en fait, je savais exactement quel résultat je devais faire au championnat du monde pour être qualifiée. Et donc du coup, au championnat du monde, je fais pas ce résultat. Donc je sais que je suis pas qualifiée directement. Je sais que je finis pas 6e. Donc là, c'est très dur. Hein. Je suis vraiment très triste après ces championnats du monde. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et puis après, voilà, il y a 3 mois où en fait, tu continues de t'entraîner comme si, parce qu'en fait, si t'es repêché,
ben les jeux c'est demain, donc Mm. tu peux pas ne pas t'entraîner pendant 3 mois et espérer derrière faire les jeux. Et en même temps, c'est hyper dur de s'entraîner avec la rigueur que nécessitent des jeux, sachant que t'es pas encore qualifié, quoi. Ouais. Donc c'est pas simple. Qu'est-ce que ça t'a appris cette période alors à la fois cette semaine de championnat d'Europe qui était tes premiers, peut-être pour les Jeux ou pour après, enfin pour ta carrière de maintenant, ou même cette phase d'attente. Qu'est-ce que ça t'a appris toi pour justement la suite? Ben c'est vrai que les championnats d'Europe, j'ose espérer que d'avoir vécu ce match sous pression et sous stress, c'est arrivé une fois et que mon corps arrêtera de le faire si t'es amené à se reproduire dans l'avenir. C'est vrai que c'est très formateur de vivre ces matchs-là. Donc ouais, c'est vrai que je suis contente de les avoir vécus. Puis en même temps, 2023, c'était des nouveautés de A à Z parce qu'en final, 2023, c'était ma première vraie saison à l'international. Donc tout ce que j'ai vécu cette année-là, c'était des nouveautés, c'était de l'expérience à prendre. Donc ça m'a vraiment forgé en tant que joueuse de haut niveau, etc. Après, cette période d'attente, j'avoue que c'est même très flou dans mon esprit. Je m'en rappelle pas forcément beaucoup. Peut-être assez étonnant, mais non, honnêtement, j'en tire pas grand-chose. Sauf que voilà, c'était un peu la vie continue, mais en même temps, t'as tous les jours des gens qui te demandent alors la qualif pour les jeux et tout. Peut-être tu te dis faut attendre le 16 mai. Et c'était très lourd en fait. C'était vraiment très lourd parce que en fait, il y a eu une grosse sollicitation autour de Paris 2024 parce qu'il y a eu un gros engouement médiatique. Et en fait, c'est très bien parce que du coup, ça met en valeur le sport. Il y a eu un vrai engouement et ça, c'est génial. Sauf que c'est vrai que nous, derrière, en tant qu'athlètes, et c'est Kevin Mayer, je crois, qui parlait de ça aussi. En fait, tous les jours, on est sollicité à ce sujet. Moi, dès que je promenais mon chien, j'avais 3-4 personnes qui venaient me parler des jeux et tout. Et quand en plus, t'es pas encore qualifié, quand en plus tu viens de vivre une année de compétition à l'international, c'est extrêmement fatigant avec la pression des jeux et tout, très compliqué. Et puis là, voilà, t'as tous les jours des gens qui te demandent des nouvelles alors que t'es pas qualifié. Puis on attend le 16 mai, on sait pas. Puis tu rentres pas dans les détails, quoi. Ouais. Tu dis pas, alors j'ai pas été qualifié sur le premier truc. Non, tu dis c'est le 16 mai, on sait pas. Et je me souviens en tant que volontaire, enfin mon mec était volontaire et du coup il y avait une conférence pour présenter plein de choses et tout qui devait avoir lieu en avril, je dirais à peu près. Et c'était Tony Estanguet donc qui parlait et il avait dit au tout début vous êtes sûr d'y être, mais il y a encore 80% des athlètes qui veulent aller à Paris qui ont aucune certitude d'y être. Et en fait ça, cette phrase elle m'avait genre vraiment mis des frissons de me dire mais oui en fait, enfin nous on a nos places en tant que spectateur. Mon mec, il est volontaire, il sait exactement qu'il sera au Grand Palais pendant 10 jours pour gérer l'escrime. Mais en fait, les athlètes, c'est ça. On sait pas qui c'est qui sera là. C'est ça. Enfin... Et encore, honnêtement, moi, j'ai eu la réponse le 16 mai pour des Jeux paralympiques qui commençaient fin août. C'est assez tôt parce qu'il y a des sports où ils savent littéralement 2 semaines avant, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est... Et moi, je trouve ça ouf parce que je me plains et c'est tellement long. Mais en même temps, il y a des athlètes qui sont qualifiés en juillet, pour mi-juillet, pour les JO. Vraiment, ça arrive, quoi. Ouais. Non, c'est terrible. Et au-delà de l'aspect performance, points, etc., que tu as pu marquer à Rotterdam, il y avait aussi un aspect humain qui était important pour toi. Et c'est aussi pour ça que tu voulais qu'on parle de ce moment-là, parce que tu n'y es pas allée toute seule. Alors, j'essaye d'avoir des aidants sur les tournois, parce que c'est vrai qu'avec mes handicaps, c'est plus facile pour moi d'avoir quelqu'un qui peut m'aider, etc. Mais c'est pas forcément simple, d'avoir quelqu'un qui prend une semaine pour venir avec toi, puis il faut le financer, etc. Donc c'est pas toujours simple. Mais là, pour le coup, à Rotterdam, j'avais ma meilleure amie qui était là avec moi, qui avait pu m'accompagner. Et du coup, c'est vrai que on a vécu une semaine ensemble. Alors, faut un peu s'imaginer que Lorraine était comme moi, donc on est toutes les deux autistes, en fauteuil. On avait chacune un chien d'assistance. Donc moi, Eugène, c'est un berger blanc suisse, donc tout blanc. Largo, c'est un berger allemand tout noir. Donc c'est vraiment quand on nous voit toutes les deux, ça fait toujours un peu un grand effet parce qu'en plus on a les chiens qui tractent nos fauteuils et tout. Donc ils font la taille, enfin en termes de hauteur, ils sont grands, quoi. Ils sont très hauts, ils sont très grands. C'est vrai que c'était une super semaine avec les chiens. Et puis Lorraine était sportive de haut niveau aussi, donc en termes de performance, etc.
C'était vraiment un gros appui et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait la perf. C'est parce que j'avais les conditions vraiment réunies sur cette compète pour pouvoir performer avec tout ça, quoi. Parce que du coup, concrètement, quand elle vient avec toi, elle t'aide sur quels aspects de ta vie, quoi? Bah alors, comme on dit, en fait, on fonctionne très mal l'une et l'autre, mais quand on est toutes les deux, bah en fait, ça fait un espèce de mix de fonctionnement à peu près correct. Donc c'est vrai que alors déjà le premier vrai truc, c'est que vu qu'elle était là, j'ai pu venir avec Eugène parce que en gros Eugène peut m'accompagner, mais en fait la difficulté c'est que pendant les matchs, il faut que soit quelqu'un puisse s'occuper de lui, soit que je puisse le mettre quelque part. Et ça, souvent, c'est pas prévu sur les compètes. Elle a pu vraiment m'aider avec Eugène en le gérant pendant mes matchs. En plus, à Rotterdam, ils avaient tout prévu pour les chiens d'assistance. Il y avait en fait des parcs dans chaque salle, parce qu'en fait, c'était les Jeux européens, donc il y avait plein de sports. En fait, il y avait 10 sports. Et puis là-bas, ils avaient vraiment tout prévu pour les chiens et tout. Enfin, c'était incroyable. Elle a pu vraiment m'aider là-dessus. Et puis du coup, du fait d'avoir Eugène, lui, il peut m'aider. Donc ça change beaucoup de choses. Ça change vraiment, vraiment beaucoup de choses. Après, c'est au niveau des repas. C'est très compliqué pour moi parce que ressortir le soir quand faut aller chercher à manger, moi souvent je préfère faire l'impasse et puis aller me coucher. Sauf que c'est pas terrible. Donc du coup voilà, il y a cet aspect de fonction exécutive qui permet d'avoir ces petits détails. Ça te décharge aussi peut-être mentalement, quoi. Ouais. En fait, c'est exactement ça. À deux, on arrivait à à fonctionner à peu près comme il faut et puis avec du coup avec les deux chiens c'est un très bon souvenir cette compète et bon c'est vrai qu'il y avait France 2 aussi qui me filmait sur la compète donc des fois on était un peu submergés par les parce qu'il y avait les journalistes puis il faut nous dire est-ce qu'on peut juste refaire l'entrée parce que là avec les chiens et nous on était en fin de journée et Lorraine elle me disait oh punaise non mais c'est pas possible, il peut pas faire son travail correctement du premier coup et tout. donc ouais, on a quand même des bons souvenirs et puis filmé par France 2 du coup. Donc, alors que la vérité c'est que tout est scripté et que du coup les entrées on peut les filmer 2 ou 3 fois quand on tourne en télé pour avoir la bonne entrée. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais ça peut être fatigant, je comprends. Ouais. L'excitation, c'est littéralement moi avant tous mes matchs. Genre dans la chambre d'appel, en fait, je suis trop excitée. J'aime tellement la compète, j'aime tellement le sport, j'aime tellement. On va dire la plus grosse excitation, c'était peut-être avant le premier match de mes premiers championnats du monde. J'étais trop excitée de participer à mes premiers championnats du monde. Mais c'est vraiment le cas en fait avant chaque match parce que j'aime trop ça et je suis toujours trop excitée de rentrer sur le terrain quel que soit l'enjeu, quel que soit. C'est l'envie d'affronter un nouvel adversaire, c'est de jouer tout simplement. C'est vraiment de gagner un match. C'est la compète, ça me fait des petits papillons dans le ventre quoi. S'il y avait pas ça, je ferais pas de para-badminton niveau international, c'est clair et net. La gêne. Une fois, c'était pour préparer les championnats de France en 2022. J'avais un partenaire qui m'avait convaincu de faire le double mixte. Donc, faut savoir que je fais pas du tout de double parce que j'aime pas ça, mais c'est vrai que les championnats de France, c'est un peu la fête du para-badminton. Donc, il me convainc de faire du mixte. Et bon, faut quand même un peu s'entraîner parce que surtout, moi, je suis pas du tout double, donc je ne sais vraiment pas jouer en double. Enfin bref. Et du coup, un jour, je vais m'entraîner donc chez lui. Donc c'était assez loin de chez moi, fallait que je prenne le train et tout. Donc j'emmène Eugène. On laisse Eugène dans le vestiaire pendant qu'on s'entraîne. Et en fait, Eugène a passé 1h30 à hurler dans le vestiaire. Sachant que vraiment le vestiaire était la porte donnée sur le gymnase, quoi. Et il a passé 1h30 à hurler dans le vestiaire et à gratter à la porte. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, Eugène avait énormément de mal à justement à rester sans moi quand j'étais proche. C'est-à-dire que si le vestiaire avait été assez loin puis qu'il avait été tout seul, il aurait dormi. Mais là, du coup, la porte du vestiaire donnait sur le gymnase, donc il nous entendait. Et du coup, il avait trop envie d'être avec nous, quoi. Ouais, il a passé 1h30 à hurler dans le vestiaire et à gratter à la porte. Et j'étais terriblement gênée. Et puis tu peux pas t'entraîner correctement, quoi. Ouais, et puis du coup, il a quand même un peu défoncé la porte, quoi. Enfin, il a pas défoncé la porte, mais il y avait un peu des traces de
de pattes forcément sur la porte. Et donc, tu peux pas le mettre au bord du terrain? Non, parce que c'est pareil. En fait, si je l'attache, il va être super excité parce qu'il veut être avec moi. Alors ça, donc c'était quand même il y a longtemps. Hein, c'était il y a 4 ans. Donc maintenant, si je le mets dans un vestiaire, maintenant il dort. Voilà, à l'entraînement, il peut m'accompagner. Il dort dans le vestiaire. Mais c'est vrai que quand il était plus petit, il avait du mal avec ses émotions. Et là, du coup, j'étais tellement gênée, quoi. Mais parce que tu vois, on t'a vu avec lui, il me semble, sur certaines images des jeux. Ouais. Et du coup, il était quand même avec toi. Là, c'était quand même 2024. Donc, 2 ans plus tard, il avait quand même mûri. On a beaucoup bossé ça, en fait, pour qu'il puisse réussir à m'accompagner puis à être calme quand il reste dans un vestiaire et tout. Mais vraiment, c'était pas dit que je puisse l'amener au jeu tant que c'était pas OK pour lui. Parce que voilà, je l'aurais pas amené si c'était plus compliqué pour lui. L'idée, c'est de respecter quand même leurs êtres, leurs émotions. C'est des êtres vivants, quoi. Donc non, maintenant, il y a plus aucun souci. Depuis 1 an et demi, voilà, il a pu m'accompagner au jeu. Mais du coup, à cette époque-là, là, en début 2022, non, pas du tout, quoi. Aïe. La colère, pas sur le terrain, parce que, alors étant petite, quand je faisais du tennis, j'étais horrible. J'avais le pire mental, je m'énervais, je pouvais casser ma raquette après avoir perdu le premier point. Enfin, c'était une cata. Donc j'ai fait ça coûte cher, quoi. J'ai fait un gros travail sur le mental et aujourd'hui c'est devenu mon point fort. Donc du coup, sur le terrain et même à l'entraînement, la colère, c'est interdit. J'ai plein de petits rituels pour ne jamais avoir ce sentiment qui vient. Par contre, la colère sur les tirages au sort. Parce qu'en fait, voilà, au badminton, comme on disait tout à l'heure, il y a les phases de poule. Et en fait, donc déjà là, c'est un tirage au sort pour faire les poules. Et après les phases de poule, il y a le tirage au sort pour la phase finale. Donc, le tirage au sort des quarts de finale ou des demi, en fonction de combien on est. En fait, sur toute la qualif de Paris, j'ai eu la pire chance du monde. C'est-à-dire que je n'ai pas eu un seul tirage au sort favorable sur tous les tournois que j'ai faits, à part, du coup, pour le coup, les championnats d'Europe où j'étais plutôt contente de jouer l'ENA en quart. Tout le reste, en fait, je prenais toujours la tête de série. Et parfois, en fait, en gros, pour essayer de bien comprendre, en fait, en poule, les 2 premières de la poule sont qualifiées pour la phase finale. Et en gros, la première de poule va rencontrer une deuxième de poule, ce qui est plus avantageux, et la deuxième rencontre une première. Donc, l'idée, c'est vraiment de finir premier de poule pour avoir potentiellement un quart de finale. Un adversaire un peu plus accessible. Voilà, un peu plus accessible. Et en fait, moi, à chaque fois que j'ai performé en poule et que j'ai fini première de poule, je tirais toujours la deuxième de poule, qui était en fait une tête de série qui avait foiré un match, ou qui était dans une poule de la mort avec genre 3 têtes de série et qui finissait deuxième alors qu'elle était numéro 2 mondiale, quoi. Et à chaque fois, j'avais genre 3 chances sur 4 de tirer une adversaire vraiment extrêmement à ma portée. À chaque fois, je tirais la tête de série. Et j'ai vraiment fini par vraiment être en colère sur ces tirages au sort parce que mon coach, il me disait non, mais tu sais, sur une qualif, le tirage au sort, ça s'équilibre, t'auras plus tard plus de chance et tout. Je n'ai jamais eu de fucking chance à ce tirage au sort. Et vraiment, vraiment, à la fin de la qualif, j'étais en colère parce que je me disais, si sur un seul des tournois, j'avais eu une seule fois de la chance, j'aurais fini 6e. Ouais. Genre, littéralement, en fait. Et du coup, j'étais vraiment en colère contre ce tirage au sort. Je me dis, c'est pas possible, quoi, au bout d'un moment. Et donc, ouais, ça a été vraiment la grosse colère contre le tirage au sort. Alors que tu peux rien y faire, hein, mais voilà. Est-ce que du coup, ça te donne aussi la rage d'aller te dire, en fait, moi, je vais devenir tête de série et comme ça, j'aurais plus à subir ces tirages au sort parce que tout le monde sera accessible, quoi. C'est ça. En fait, c'est vraiment l'idée. C'est ce que me disait mon coach. Si tu veux pas subir un tirage, il faut que tu sois la meilleure, en fait. Alors, c'est hyper basique et évidemment que c'est l'objectif, mais c'est vrai que du coup, quand t'es pas encore à ce niveau, parce que ça fait que 1 an et demi que tu fais du badminton, tu dis, punaise, est-ce que je pourrais avoir un peu de chance quand même, un tout petit peu, quoi. Et du coup, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, dans mes objectifs, etc., l'idée, c'est vraiment, d'avoir peur de personne et de pouvoir battre tout le monde. Comme ça, en fait, tu te soucies pas du tirage, quoi. Mais malgré tout, même si tu te soucies pas du tirage, tu préfères toujours jouer contre une joueuse plus faible pour que ce soit plus simple que de taper un combat de malade en quart de finale. Et enfin, voilà, c'est toujours pareil. Mais oui, effectivement, si t'es en capacité de battre tout le monde, tu subis moins ce tirage au sort, quoi.
Là, maintenant, ça fait quelques années, du coup, que ça y est, t'es dans le para-badminton, que tu te consacres à ça et tout. Il y a quelques semaines, t'es devenue championne d'Europe. Là, ça y est, c'est plus juste une médaille d'argent qui était déjà géniale. Là, c'est un titre majeur, quoi. Ouais. Non seulement c'est un titre majeur parce que voilà, encore une fois, les championnats d'Europe, en gros, dans la carrière d'un sportif de haut niveau, il y a les Jeux olympiques et paralympiques, il y a les championnats du monde et il y a les championnats continentaux. Donc c'est vraiment un titre majeur, donc c'est un gros titre, c'est incroyable. Et en plus, c'est ma première médaille d'or sur le circuit international, donc c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'attendais. C'est super gratifiant, c'est super chouette. Et tu te dis, voilà, le travail paye. Et puis, maintenant, voilà, il y a moyen de vraiment rivaliser avec les meilleures joueuses. Et donc, potentiellement, de ne plus subir ce tirage au sort. de série. Voilà, c'est ça. Comment t'as vécu cette finale, ce podium, cette Marseillaise aussi En fait, la finale, en fait, j'ai vraiment fait un super tournoi. J'ai perdu aucun set. J'ai vraiment mis en place les tactiques et tout. Donc, j'ai fait un super tournoi en termes de qualité de jeu et tout. Et donc, la finale, j'étais assez sereine parce qu'en plus, je l'avais joué en poule et je l'avais battue, l'Ukrainienne. Donc, je partais quand même avec cet avantage psychologique, on va dire, et assez de confiance. Et donc, voilà, j'ai un peu déroulé ma finale. Au début, voilà, tout se passait bien et tout. Ça a commencé à devenir très dur physiquement dans le deuxième set. Fin de semaine, fin de tournoi, moi avec ma maladie neuro, c'est toujours assez compliqué. Et la fin du deuxième set, vraiment, j'en pouvais plus. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Et vraiment, en fait, il aurait pas fallu de troisième set parce que je pense que j'aurais pas eu l'énergie. Je pense que j'aurais pas pu réussir à gagner un troisième set si j'avais perdu le deuxième. Du coup, en fait, quand je gagne le match, le premier truc, c'est même pas la joie de la victoire d'être championne d'Europe, c'est juste le soulagement de OK, c'est fini, je fais pas de troisième set. Parce que sinon, j'aurais pas gagné s'il y avait eu un troisième set. C'est vraiment le premier truc. C'est vraiment ça, la première émotion qui vient, quoi. Et puis derrière, il y a un peu la réalisation. Ah ouais, du coup, en plus, je suis championne d'Europe et voilà, je gagne mon premier titre. Je gagne un titre majeur et c'est une belle ligne à mon palmarès. Et là, du coup, ouais, c'est de la joie qui vient derrière. Mais le premier truc, c'était vraiment le soulagement, quoi. T'arrives à célébrer malgré la fatigue Ouais, en fait, il y a une super photo qui a été faite vraiment où j'écarte les bras comme ça, puis après je m'écroule en arrière, puis vraiment je profite, je suis allongée sur le terrain et je profite un peu du moment, mais c'est vrai que je suis, ouais, je suis un peu au bout, quoi. Et ce podium, du coup, cette première place, c'était la première fois que tu montais aussi haut. Comment tu le vis Ouais, première fois que je suis au milieu de ce podium, donc ça fait ouais, ça fait plaisir. Après c'est vrai que les podiums en para, on n'a pas forcément les hymnes parce que c'est tellement long parce qu'il y a plein de tableaux vu qu'il y a toutes les classes et tout, donc il y a pas toujours les hymnes. Et d'ailleurs, je dois dire qu'on est assez content quand il y a pas les hymnes parce que c'est déjà tellement long que si tu rajoutes 1 heure juste pour les hymnes, ouais, c'est un peu compliqué. Donc bon, c'est toujours bien d'avoir son hymne. C'est vrai qu'en 2023, il y avait eu les hymnes sur le podium et c'était assez chouette parce que en double dame, en fait, en 2023, j'avais fini deuxième et celles qui avaient gagné, c'était des Françaises. Donc on avait eu un podium avec une Marseillaise quand même. Et c'est vrai que c'est super chouette. Mais donc là, du coup, il y avait pas les hymnes. Mais c'est quand même, C'était tout aussi. voilà, c'est quand même un podium où t'es au milieu, quoi. Donc ouais, c'est super Là, chouette. aujourd'hui, t'as totalement banni le double dans ta pratique. Tu fais vraiment que du simple. Ouais, je fais vraiment que du simple. Alors encore une fois, sauf au championnat de France où ça peut arriver. Là, par exemple, on a les championnats de France qui sont en janvier. Je vais faire du double dame. C'est vraiment pour s'amuser, quoi. Parce que si je fais faire que du simple sur un championnat de France, c'est 3 jours. Là, on est 5 joueuses. Je vais avoir 3 matchs de simple grand maximum. Bon. Oui, c'est aussi parce que t'aimes jouer. Et que, du Ouais, coup, voilà. Enfin voilà, ceux qui cherchent des partenaires de double parce qu'ils aiment le double, ils sont contents de pouvoir le faire et tout. Donc ouais, voilà, il y a parfois un petit peu du double, un peu comme ça, mais alors pas du tout à l'international ou quoi. Non, pas du tout. Pour parler un peu de tes handicaps, t'en as parlé dans ton podcast et aussi dans d'autres interviews en disant que ton handicap moteur était parfois moins pesant que l'autisme. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi et comment justement l'autisme ça t'impacte peut-être même plus fort alors que c'est pas pris en compte dans ta classification?
l'autisme, faut vraiment s'imaginer que ça impacte tous les aspects de la vie quotidienne. Donc en fait, du moment où tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu t'endormes le soir, ben ton autisme il peut impacter un peu tout ce que tu vas vivre et du coup subir dans la journée. Ça amène énormément de fatigue. C'est vraiment ça qui prévaut, c'est que faut s'organiser au maximum pour limiter cette perte d'énergie. Et en fait, même quand tu fais tout au mieux, t'es quand même épuisé. Donc du coup, c'est vrai que quand tu fais du sport de haut niveau, bah l'idée c'est quand même être le meilleur du monde dans ce que tu fais. Et devenir le meilleur du monde quand tu as ce puits à énergie, c'est quand même très compliqué. Ça nécessite beaucoup d'adaptations qui sont du coup pas forcément toujours compatibles avec le plus haut niveau. Moi, je m'entraîne qu'une seule fois par jour. Je m'entraîne pas tous les jours. Quand je suis en compétition, c'est assez compliqué de trouver à manger. Et même quand je trouve à manger, derrière de manger, etc. Subir parfois voilà sur les entraînements et de la musique dans le gymnase et tout ça c'est très très compliqué. Donc ouais, ça apporte quand même le gros challenge bah voilà quand tu dois simplement devenir le meilleur du monde mais que t'as tout qui t'épuise tout le temps, c'est quand même très compliqué. Alors que c'est vrai que bah le handicap moteur ben voilà, je peux pas marcher longtemps, j'ai un fauteuil, je peux pas pousser longtemps mon fauteuil, j'ai une motorisation. Après oui, il y a de la fatigue neuro, il y a des troubles qui sont liés aux maladies neuro, mais c'est quand même moins impactant. Alors vraiment, je parle pour moi hein, que mon autisme. Et puis bah littéralement, le para-badminton c'est adapté pour le handicap moteur. Donc en fait, littéralement, les joueuses contre qui je joue, elles ont bah voilà, elles ont aussi un handicap moteur. Donc elles ont aussi les problèmes liés à leur handicap moteur. Mais entre guillemets, c'est tout. Alors que ben moi, j'ai l'autisme qui s'ajoute et du coup, ben il y a ça à prendre en compte en plus quoi. Et puis l'autisme, pour chaque personne, il peut y avoir des difficultés différentes. C'est là ma question de, est-ce que toi, par exemple, le bruit et les brouhahas dans un gymnase, ça t'impacte aussi en termes de fatigue? Ouais, je suis très très impactée au niveau sensoriel, donc que ce soit bruit, lumière, ben au niveau alimentaire, au niveau même contact physique. Enfin, ça paraît con, mais moi quand on me voit jouer, en fait mes tenues elles sont toutes en coton parce que je supporte pas les tissus techniques. Donc rien que pour ça, en fait, c'est compliqué aujourd'hui de trouver des maillots de sport et tout en coton. Enfin, assez compliqué. Du coup, c'est compliqué d'avoir du sponsoring. Enfin, c'est des petits détails là-dessus, mais en fait, ça compte. Ta performance, voilà, quoi. c'est ça. Puis pour le coup, le bruit, c'est vraiment ce qui m'impacte le plus. Donc c'est vrai que bah les entraînements, c'est souvent très énergivore parce que ben il y a du monde dans le gymnase, il y a du bruit, il y a comme je disais tout à l'heure, parfois il y a de la musique, etc. Donc ça c'est vraiment ça aspire vraiment mon énergie et même parfois je dois quitter le gymnase bah avant la fin de l'entraînement juste parce que c'est plus possible quoi. Comment t'as vécu Paris? Parce que là, en termes de bruit, on était sur un niveau maximum, quoi. Ouais, alors pour le coup, en fait, c'est ce que j'appelle du bruit organisé, c'est-à-dire que c'était pas un brouhaha constant ou c'était vraiment, ben voilà, ça, quand tu rentres, on t'applaudit, quand tu gagnes un point, tout le monde se lève, crie ton nom et tout. C'est un peu comme quand tu vas au stade. Ça m'a vraiment rappelé le COP, en fait. Pour le coup, c'est un environnement que je connais bien et puis ça aurait été plus dérangeant, je pense, pour moi qu'il y ait 2000 personnes dans la salle qui parlent chacune de leur côté pendant qu'il y ait le match plutôt que d'avoir ces 7000 personnes qui étaient là vraiment ouais à l'unisson à encourager. Oui, ça restait forcément fatigant après mes journées, je dormais bien, mais en fait, c'était pas comme dans certains gymnases qui sont je sais pas à côté d'un aéroport où il y a les avions qui passent tous les 5 minutes où là c'est super compliqué. Non, c'est vrai que Paris, j'ai très bien vécu parce que c'était un bazar organisé quoi. Donc ouais, puis ça m'a vraiment rappelé le stade donc ouais, c'était OK. Toi, quand le médecin t'annonce ton handicap, etc., tu te dis trop bien, je vais pouvoir faire les Jeux avec l'objectif Los Angeles. Et bon, bah il y a eu le supplément avec Paris. Paris est passé. Une fois que le chapitre Paris s'est fermé, ça y est, c'était focus LA 2028. Ouais, c'est ça. Bah en fait, faut vraiment avoir à l'esprit que la carrière et du coup la vie d'un sportif olympique ou paralympique, elle est vraiment rythmée par ces Olympiades et Paralympiades. C'est-à-dire que tu finis Paris et en fait tu regardes Los Angeles. C'est vraiment ce qui nous drive sur le moyen terme. Ce grand objectif. Alors après, on a des étapes intermédiaires, comme là, il y avait les championnats d'Europe, là j'ai les championnats du monde au mois de février. Mais c'est vrai que bah l'objectif, il est vraiment à Los Angeles.
Et donc en fait on construit vraiment un plan de performance qui va sur 3 ans jusqu'à Los Angeles. C'est vraiment ça qu'on regarde, ouais. Ouais, pour être la meilleure à ce moment-là. Voilà, c'est ça. T'as un rêve, un objectif pour aller. Ben c'est sûr que j'aimerais vraiment gagner l'or à Los Angeles parce que voilà, gagner l'or paralympique, c'est quand même le titre suprême. C'est quand même vraiment forcément un objectif sportif que j'ai envie d'atteindre. Après, il y a quand même des joueuses très très fortes sur mon chemin, donc c'est un beau challenge. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette aussi, c'est que ça va pas se faire juste en claquant des doigts. Notamment là, il y a des nouvelles joueuses asiatiques dans ma classe. J'ai hâte de voir au championnat du monde parce que ça envoie du lourd. Donc le niveau ne fait que d'augmenter globalement et du coup ça nous pousse à devoir encore plus nous entraîner, encore faire mieux, etc. Donc ouais, l'or à Los Angeles, je l'espère fortement, c'est l'objectif et puis on donne tout pour quoi. Advienne que pourra. Ouais. On en parlait en off. L'année dernière, tu t'es mise au snowboard. C'était par envie de découvrir un autre sport. C'était par double projet. Enfin, explique-moi un petit peu parce que du coup, cette année, tu vas malheureusement pas pouvoir en faire, mais il y a quand même un peu cette idée en tête. Ouais, en fait, l'année dernière, en fait, après les Jeux de Paris, donc j'ai assez vite repris le badminton parce que j'en avais l'envie et le besoin. C'est vrai qu'en fait, au mois de décembre, j'ai eu un gros down. Je pense que j'ai eu un peu toute la pression de tous les jeux et puis l'année de qualif qui est vraiment redescendue. Et donc, en fait, je suis partie en vacances. Je suis partie chez ma meilleure amie. Voilà, juste dans l'objectif de partir. Et puis, il m'a fallu un peu plus qu'une semaine pour récupérer de toute cette fatigue, etc. Puis, elle habite à la montagne. Je faisais du snowboard, comme j'ai toujours fait, comme voilà ceux qui vont au sport d'hiver, on prêtait les sièges et puis on descend les pistes. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas tester le parasnowboard, vraiment la discipline de compétition, qui est pour le coup totalement différente du, du freeride ou quoi. C'est du snowboard cross. En gros, il y a un peu 3 disciplines, on va dire. Il y en a 2 qui sont au jeu et à l'international, c'est le border cross et le bank slalom. Et puis à un niveau national, comme c'est souvent un peu compliqué de mettre en place des border cross partout, des bancs slalom, on fait aussi du slalom géant. Je teste ça, je passe la classif nationale, je fais des petites compètes et puis vraiment j'adore ça. Je pensais vraiment pas en fait aimer cette discipline qui est tout simplement le but c'est d'aller le plus vite possible en bas parce que moi j'ai jamais été voilà celle qui va le plus vite sur les pistes. Moi j'aime la balade, j'aime profiter de la montagne mais j'aime pas spécialement les pistes noires, j'aime pas quand ça va trop vite. Enfin voilà. Et là en fait j'ai vraiment énormément aimé de passer ces piquets le plus vite possible et tout, vraiment coup de cœur quoi. Du coup voilà, j'ai continué le circuit Coupe de France, je me suis qualifiée pour les championnats de France. J'ai fait les championnats de France, j'ai fait 2 médailles d'or. Bon, c'est à relativiser parce qu'il y avait pas les athlètes internationales qui étaient pas là, mais bon voilà. Non seulement ça m'a plu, mais en fait ça m'a énormément apporté à tout point de vue, que ce soit physique ou sur l'aspect mental, prépa mentale. Et c'était vraiment hyper complémentaire au badminton. Donc, loin d'être un peu une perte de temps en tant que parenthèse, ça a vraiment été plus un moteur pour démarrer ma saison 2025 de bad. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un peu cette idée qui est née sur du un peu plus long terme de pourquoi pas entamer un projet en parasnowboard à l'international, peut-être avec à l'horizon des Alpes 2030 qui seront à la maison, même si voilà pour l'instant ça reste que très théorique parce que c'est vraiment le bad qui reste le projet principal et la priorité. Voilà, je m'entraîne un peu au snowboard autour un peu comme je peux mais voilà, ça reste le badminton en priorité mais je sais aussi que je pourrais pas faire de bad toute ma vie parce qu'en fait avec ma maladie j'ai quand même des atteintes aux mains de plus en plus et en fait les doigts, les mains c'est hyper important pour le badminton et donc même si à un moment donné les gens me disent mais il y aura toujours le bad en fauteuil mais en fait le souci c'est les mains. Pour le coup ce serait très compliqué le bad en fauteuil avec mes mains donc pourquoi pas le parasnowboard quand le badminton deviendra trop compliqué. Donc voilà, c'est dans un petit coin de ma tête mais mes priorités au badminton pour Los Angeles. Tu dis que ça t'a beaucoup apporté sur l'aspect mental. Comment ? Le bad et le snow, c'est 2 sports qui sont vraiment diamétralement opposés à tout point de vue. Pour le coup, sur le mental encore plus.
En gros, au badminton, tu joues contre un adversaire et un peu contre toi-même parce que voilà, faut quand même garder ton calme et appliquer ta tactique, mais ça reste un duel contre un adversaire. Il y a forcément un gagnant, forcément un perdant. Le match, il dure en parabade entre 20 et 40 minutes. C'est un effort qui est assez long. Alors, c'est pas non plus un match de tennis, hein, mais voilà. Sur le snowboard, en gros, t'es tout seul en haut de la piste. Ça va durer entre 40 secondes et 2 minutes pour les tracés les plus longs. Et t'as pas le droit à l'erreur. Si tu sors de la piste, tu loupes un piquet, t'es disqualifié. Peut très bien avoir des courses avec 0 gagnant si c'est la piste qui a gagné et que tout le monde est disqualifié, ce qui paraît fou. Donc en fait, t'es vraiment sur une concentration vraiment extrême pendant quelques secondes à quelques minutes où t'as vraiment pas le droit à l'erreur. À l'inverse du bad, tu fais 1 faute, 2 fautes, 3 fautes, tu peux faire 20 fautes dans le match. Hein. Si tu marques 21 points, c'est toi qui gagne. Hein. C'est pas du tout le cas au snowboard. Faut vraiment être extrêmement consciencieux dans se connaître soi. C'est quoi ma capacité technique sur ce tracé? Quel risque je peux prendre par rapport à cette capacité technique, parce que voilà, faut quand même que j'aille grappiller des secondes pour être premier, et en même temps, si je veux trop grappiller et que je tombe ou que je loupe une porte, je suis disqualifiée quoi. Et là, on est vraiment dans un monde mental qui est complètement différent du bad, et c'est hyper intéressant quoi. Et du coup, ouais, tu te bats contre la piste, alors qu'en bad, c'est un sport d'affrontement. Donc, il y a aussi ce truc de, selon l'adversaire, tu vas peut-être pas te préparer de la même façon parce que tu sais que tel adversaire va être plus faible sur ce truc-là et tout. Alors que la piste... Bon, je m'y connais peut-être pas encore assez en snowboard, notamment en border où on part à 4 en théorie. Et là, il y a peut-être une dimension tactique en fonction des adversaires. Peut-être. Là, j'avoue que je peux pas dire. Mais pour moi, l'adversaire numéro 1, c'est vraiment la piste et toi-même. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire sur ce tracé. Alors que oui, au bad, t'as déjà quand même avant tout l'analyse de l'adversaire qui peut tout changer. Même si t'es dans un mauvais jour, voilà, ça peut faire la différence si t'as fait bien ton boulot tactique. Si t'es dans un mauvais jour en haut de ta piste verglacée, c'est pas pareil, quoi. C'est clair. Est-ce que y a un moment dans ta carrière où t'as eu envie de tout arrêter? Ouais, clairement. Alors, ça me fait rire un peu ma carrière parce que ça fait 2 ans et demi. Ouais, mais en fait, Mais, après, si on prend plus de recul, t'étais en sport-études en tennis et tout, donc oui, Non, mais le badminton c'est récent, mais ouais. Non, clairement, il y a eu des moments parce que comme on disait, en fait, quand on est autiste, sportif de haut niveau, c'est super compliqué, c'est super fatigant. Et c'est vrai que la qualif pour Paris, je l'ai assez mal vécu. Surtout vers la fin, novembre, décembre, c'était très compliqué parce que j'étais épuisée, parce que j'avais pas forcément toutes les clés pour que mon quotidien soit parfaitement en accord avec les exigences du haut niveau. J'avais encore, comme on disait tout à l'heure, mon boulot à côté qui me prenait beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que plusieurs fois, j'ai vraiment eu envie de tout arrêter parce que c'était trop compliqué, c'était trop dur. Et comme on dit, hein, si ça te coûte ta santé mentale, ça coûte trop cher. Il y a eu pas mal de moments où c'était très compliqué et où clairement j'aurais pu arrêter, pas en mode coup de tête, je suis nulle, j'arrête. Hein, non, en mode là ça correspond pas à mes limites et à mes besoins quoi. Là aujourd'hui, t'as réussi à trouver entièrement ton équilibre ou c'est toujours quelque chose qui est remis en question? Je pense que j'ai trouvé un bon équilibre sur ce dont j'ai besoin, sur mes limites. Après, même en ayant le meilleur équilibre, ça reste compliqué dans ma situation. Donc, ça reste toujours quand même une surveillance de ma santé mentale, de tout ce qui se passe. Là, littéralement, en ce moment où on enregistre, là, j'ai arrêté l'entraînement. Je suis en off, je suis en arrêt parce que là, je pouvais plus. J'avais trop de fatigue physique, mentale. Je vis une année qui est pas facile parce que du coup, Lorraine, dont on parlait tout à l'heure, ma meilleure amie est décédée. Donc, c'était quand même mon mentor sportif. C'est vraiment grâce à elle que j'ai commencé le parabad. C'est vraiment, quand on disait, là, justement, les moments où j'ai failli arrêter, c'est vraiment elle qui m'a accompagnée, qui m'a pas forcément dit, non, faut continuer et tout. Non, au contraire, c'est elle qui m'écoutait vraiment et qui m'a poussée à me dire, tu sais, s'il faut que t'arrêtes, c'est pas dramatique, etc. Donc ouais, c'était vraiment mon mentor sportif. Donc là, c'était un peu comme devoir retrouver un autre équilibre sans cette présence qui était très très importante dans ma carrière sportive et dans ma vie personnelle. Ça reste quand même
un équilibre précaire, mais j'ai quand même trouvé à peu près le rythme qui est sûrement le mieux pour moi. Et après, on verra, ça reste une année où j'ai pas fait beaucoup de compètes parce que le calendrier était assez léger. Donc, ça va vraiment être testé l'année prochaine parce que pour le coup, je vais avoir pas mal de compètes en 2026. Donc à voir. Donc, on verra comment se passent les mondiaux, quoi. Ouais, les mondiaux et puis ce qui suit, parce que j'ai pas mal de Coupes du Monde derrière entre mars et juin. Je vais sortir 6 fois à l'international, donc ça va être un bon test de ces routines de perf, on va dire. On arrive à la fin de l'enregistrement. J'ai encore 2 questions pour toi, c'est celle que je pose à tous mes invités. Si tu pouvais changer de vie le temps d'une journée avec un autre ou une autre athlète de haut niveau, quel que soit son sport, sa pratique, enfin voilà, tu choisirais qui et pourquoi? J'aimerais trop être un joueur de foot. C'est pour voir ce que c'est d'être sportif salarié, tu vois, parce que c'est une vie qui est quand même totalement différente. Alors évidemment, dans ma life, j'aurais aimé être Jérémy Janot, mais là du coup maintenant il est en retraite, donc après si je peux remonter dans le temps en même temps, tu vois, je remonte. Tu peux remonter dans le temps, vas-y, je te donne tous les éléments. Je deviens Jérémy Janot genre en 2005. Voilà. Un derby face à l'OL et Juninho qui marque et mince alors. Alors non, pardon. Par contre, je remonte au 100e derby. J'ai 25 septembre 2010 et je suis dans la peau de Jérémy Janot ce jour-là et ça me va. J'étais obligée de caler un petit aspect de l'OL quand même. Mais quand même, il a arrêté 2 pénaltys de Juninho. Jérémy Janot, et c'est le seul gardien au monde qui a fait cet exploit. Ouais, c'était une époque exceptionnelle pour les deux clubs en vrai. Ouais. Et enfin, dernière question, à qui est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi dans Tribune et Podium? Mais je vais encore dire Jérémy Janot. Après, si t'as les contacts, moi je les prends, mais je le connais pas personnellement. En vrai, il a plein de trucs à partager, donc ce serait hyper intéressant. Et sinon, Arthur Bauchet, franchement, ce serait hyper intéressant parce que pareil, je pense qu'il a pas mal de trucs à dire sur sa carrière, sur la classification, tout ça. Donc Arthur Bauchet aussi, ça pourrait être bien. Merci à toi, en tout cas, d'avoir partagé tout ça. J'ai hâte de te suivre sur les mondiaux, même si on a compris que c'était une saison un peu différente de ce que tu as eu l'habitude. Et puis, on te verra à Los Angeles. J'espère. Merci en tout cas pour l'invitation. Et puis, on croise les doigts pour Los Angeles. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium, ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!